ces informations. Et j'ai lancé l'enregistrement. Donc, Axel, je te laisse la main pour la première partie. Et ton micro, voilà. Ok, je n'ai pas tout entendu de ce que tu as dit, mais j'ai cru comprendre que je commence, c'est ça? C'est ça. Bien. Alors, bonjour à tous. Donc, merci déjà au pôle Synergie pour l'invitation. Et merci donc à la région académique pour l'organisation, enfin, et tous les partenaires, l'organisation de cette manifestation. Donc, je suis Axel Grava, animateur du réseau d'urbanisme durable de Guadeloupe. Donc, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc, le réseau d'urbanisme durable, c'est un service de proximité. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui fais défiler les. C'est un service de proximité qui est porté par donc le CAUE, l'ADEME, avec la collaboration du CNFPT, donc la région, le département, la DIAL. Et l'idée, en fait, c'est de généraliser les bonnes pratiques dans l'aménagement et dans la planification. Donc, en fait, il y a 5 missions phares. Donc, c'est mutualiser donc, tout ce qui est savoir autour de l'urbanisme durable. C'est aussi voilà, informer, former, faire tout ce qui est mise en relation entre les acteurs même de l'urbanisme en Guadeloupe, mais aussi à l'international. Et aussi promouvoir tout ce qui est démarche durable et exemplaire, notamment l'éco-quartier. On va en parler tout à l'heure. Donc, parmi les outils phares dont on dispose, on a un outil qui s'appelle l'AUD, l'approche urbaine durable. Donc, on en parlera par la suite. Donc, on peut continuer. Alors, donc, je parlais des missions. Donc, concrètement, en termes de chiffres, hein, c'est 900 documents qui ont été produits dans le cadre de ce réseau d'urbanisme durable depuis 2013. Plus de milliers de participants, donc formés, informés. 14 territoires, donc c'est-à-dire qu'on favorise beaucoup l'expertise d'où qu'elles viennent, et on se rend compte effectivement que dans la Caraïbe, il y a beaucoup de ressources qui existent, et parfois on va chercher ailleurs l'expertise qui est juste à côté de chez nous. Donc, en termes de coopération, 14 territoires, les plus récents, c'était justement c'était Barbade et Saint-Vincent. En termes de promotion, donc je vais en reparler, mais tout ce qui est démarche exemplaire, donc pas seulement l'éco-quartier, mais dès qu'il y a une démarche par thématique et exemplaire, par exemple VADA, Ville, Amis des aînés, donc effectivement, on fait la promotion de ce type d'outils. Donc on peut continuer rapidement. Donc je vais vous parler de tout ce qui est AUD. Donc qu'est-ce que ça signifie AUD? Donc l'AUD, c'est non pas Agence d'urbanisme et de développement, comme vous auriez pu le penser, mais c'est l'approche urbaine durable. Donc, l'approche urbaine durable, en fait, c'est un outil qui permet justement, donc comme je le disais, lorsqu'on, par exemple, on est sur un projet d'aménagement, par exemple, ça peut être l'aménagement d'une plage, comme on a le cas du côté de Pointe-Noire, par exemple. Ça peut être également sur un document d'urbanisme. Un document d'urbanisme, c'est-à-dire ça peut être un plan local d'urbanisme, ça peut être un SCOT. Eh bien, effectivement, au lieu de faire les choses chacun de notre côté, ça permet que effectivement, tous les acteurs sont réunis autour de la table et que ça permet que justement, naturellement, en fait, dès l'origine du projet, on prenne en compte toutes les questions d'eau, les questions de déchets, les questions d'énergie. Donc, c'est un petit peu l'intérêt en fait, de cet outil. Alors, ça permet d'expérimenter. On a des cas de choses assez expérimentales qu'on a pu faire, notamment du côté de Grand-Bay. Ça, Céline pourra en parler. Il y a effectivement tout ce qui est concertation qui est intégré. Et donc, du coup, ça a pas mal séduit les communes de Guadeloupe, les collectivités de Guadeloupe, puisqu'au total, il y a 21 AUD qui ont été lancés, même si aujourd'hui, il y a une dizaine qui sont actives. Alors, on peut continuer. Bon, on est arrivé au terme, c'est ça, Anne-Laure, de la première partie? Oui, tout à fait, comme on illustre avec Cœur de Guipon et Grand-Bay, tout à fait. D'accord, ok. Alors du coup, effectivement, donc Céline pourra vous parler plus précisément dans le détail de comment s'organise une AUD, donc une AUD, une approche urbaine durable, une étude, parce qu'effectivement, lorsqu'on lance cet appel à projet, donc qui est lancé qui était lancé à l'époque donc par le CAUE et l'ADEME, la collectivité, elle répond. La collectivité, c'est une communauté d'agglomération. Et du coup, elle missionne ce qu'on appelle une AMO, une assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, Céline Barnier, que vous allez voir tout à l'heure,
c'est une AMO, c'est un bureau d'études qui est missionné pour mettre en place cette étude. Et lorsqu'elle met en place cette étude, au terme en fait, de cette étude, on a ce qu'on appelle un cahier de prescription environnementale. Et c'est grâce à ce cahier, effectivement, que quand on va mettre en place vraiment le projet et on va lancer les travaux, on va s'adosser effectivement à cette étude pour pouvoir être garant que la partie environnementale, la partie durable a été prise en compte. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, merci déjà pour votre attention pour cette première partie. Et je te laisse continuer du coup sur la ville durable de demain. On avait ciblé sur la Smart City, bien sûr, et tout ce qui est changement bioclimatique à l'échelle du quartier. Ok, donc on enchaîne. Alors, s'il n'y a pas. Les questions seront à la fin, c'est ça? Oui. Ok, alors, on a parlé de l'approche urbaine durable, d'un outil. Là, on peut parler maintenant de la ville durable de demain. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la ville durable de demain? On pense forcément numérique, digitalisation. Alors, entre dans le vif du sujet. Alors, j'évoquais tout à l'heure le fait que dans une AUD, on rend compte tous les aspects, c'est-à-dire les questions d'énergie, de déchets, etc. Et tout. Donc, lorsqu'on parle d'énergie et de système intelligent d'intégration de l'énergie, on parle de smart grid. Mais nous, en fait, on va dépasser juste la question focus énergie pour s'intéresser à tous les aspects qui permettent effectivement que la ville soit performante et que la ville soit vivable. Et ça, comment on le décrit? On le décrit comme une smart city, c'est-à-dire une ville intelligente. Donc, une ville intelligente, c'est une ville dans laquelle les ressources, effectivement, la gestion, sont facilitées par le fait de recourir aux outils numériques. Alors, les premières villes qui ont lancé ce concept, ce sont essentiellement des villes d'Asie, avec des choses très innovantes. On peut parler des arbres artificiels qui servaient effectivement autant à réguler la température qu'à faire de l'éclairage, collecter de l'eau. Donc, c'est un projet qui s'appelle le projet Super Trees. En Guadeloupe, nous, on s'est intéressé à un projet qui était porté par Alejandro Barbosa, Manieri, donc du Costa Rica, qui avait lancé un projet qui s'appelle Urban Algae Folly. Et en fait, ce projet-là permettait effectivement, grâce à des micro-algues, de capter en fait des photons et de restituer de la lumière via des systèmes intelligents d'éclairage. Donc, c'est un projet qu'il a présenté à l'écran de Barbosa donc en 2016 lors d'un événement qu'on organisait sur l'atténuation, l'adaptation au réchauffement climatique. Donc, on peut continuer sur la Smart City en disant que, alors, concrètement, comment effectivement cette Smart City se met en place en Guadeloupe. Cette Smart City suppose que en Guadeloupe, que nous soyons équipés en termes de numérique. Et l'opérateur majeur en matière d'équipement, c'est la région. Donc, du coup, il y a un certain nombre de schémas directeurs qui, ces dernières années, sont en train d'être mis en place du côté de la région pour effectivement permettre que le minimum, c'est-à-dire les réseaux, soient au niveau, effectivement, pouvoir permettre que cet aménagement du territoire, cette prise en compte de toutes les ressources, cette gestion intelligente dont on parlait, qu'elle puisse se faire dans le réel. Là, on est dans un webinaire, vous voyez que Anne-Laure, parfois, il y a des petites coupures. Donc, si Anne-Laure et moi, on veut communiquer, si on veut parler de Smart City, ça passe effectivement par le fait que le réseau, on va vers du THD. Donc, c'était la politique de la région. Donc, on avait organisé une manifestation justement dédiée sur cette question de la Smart City, plus largement sur l'intelligence économique, mais sur la Smart City, avec certains acteurs que vous connaissez, peut-être moins pour certains, c'est-à-dire M. Voisin, M. Petronella, mais peut-être Gaël Musquet, ça vous dit quelque chose. C'est un hacker très connu, guadeloupéen, et qui effectivement qui propose dans le cadre de son métier des solutions intelligentes et sur des choses aussi diverses que la gestion de l'eau, que la défense, la cybersécurité. Notamment, il travaille avec le ministère de la Défense de certains pays. Donc, effectivement, donc la question de la Smart City intéresse et nous, en Guadeloupe, effectivement, soit du côté de la région ou soit certains de nos compatriotes, effectivement, se distinguent sur cette question-là. On peut parler, effectivement, de projets où la Smart City, elle est socle du projet, notamment dans les AUD. On en parlera peut-être plus tard, c'est l'AUD de Bémao, un des deux écoquartiers de Bémao, où effectivement, dans le cadre du projet de Technopole Borne-Bernard, effectivement, la Smart City, on est en plein dedans, puisque l'idée, c'est de créer un complexe universitaire avec tout ce qui est high-tech en termes d'université, de campus
mais également d'aménités, de services autour. Donc, c'est un petit peu le projet de la Technopole Mont-Bernard. Et puis, sinon, effectivement, dans le cadre du projet de Morne-à-l'eau, ben, l'idée, c'est de reconstruire la ville sur elle-même, et notamment en favorisant effectivement que les seniors soient mieux pris en compte. Donc, c'est passé aussi par des questions de conventions qui ont été passées avec les opérateurs numériques pour qu'effectivement la ville de Bémao, le centre de Morne-à-l'eau, pardon, le centre Bon soit beaucoup plus connecté pour favoriser les échanges. Donc, tous les contenus de ce dont je vous parle sont accessibles sur le site internet urbanismeguadeloupe.fr. On peut continuer. Donc, on parle de la Smart City, on parle de digital, mais il faut savoir que les, les problématiques qu'on peut connaître dans le cadre de la ville durable, ce qu'on connaît aujourd'hui, comme notamment tout ce qui est attaque vectorielle, virale, fongique même, euh, est associé au changement climatique. Donc, en dehors des questions des réponses numériques qu'on peut leur apporter, il y a un concept qui s'appelle le bioclimatisme, donc qui est applicable autant à l'architecture qu'à l'urbanisme, qui consiste effectivement à tirer le meilleur en fait de sites là où on est pour avoir du confort thermique, pour avoir une ambiance qui permet effectivement aux gens non seulement d'apprécier là où ils sont, mais en limitant effectivement la consommation d'énergie. On parle donc aussi d'architecture solaire ou passive. Donc ça, c'est quand c'est à l'échelle de bâti. Et lorsque c'est à l'échelle d'une ville, on réfléchit à comment on agence les choses, comment on dimensionne aussi les espaces, comment on fait on crée des circulations, comment on intègre le végétal dans la ville ou l'eau dans la ville aussi, ce sont des facteurs d'estompe, pour effectivement éviter qu'on utilise la climatisation, éviter qu'on surutilise les véhicules, etc. Tout pour qu'effectivement, mais on rapproche le plus possible, entre guillemets, les bassins de vie, c'est-à-dire là où vous vivez, avec les bassins d'emploi, c'est-à-dire là où vous travaillez. Parce qu'effectivement, on sait aujourd'hui qu'une des causes majeures de la production de gaz à effet de serre, c'est justement la distance en fait entre ces bassins de vie et les bassins d'emploi. Donc, ça se concrétise de manière opérationnelle dans les cahiers des charges qu'on peut écrire dans le cadre d'une AUD, dans le comité technique des projets, c'est-à-dire qu'on fait appel à des opérateurs qui vont s'assurer que, dans le cadre du projet, on va promouvoir la ventilation et l'éclairage naturel et on va limiter effectivement la production de gaz à effet de serre. On peut continuer. Donc, le changement climatique, on en a parlé, pas besoin forcément de vous donner des illustrations, mais le cas le plus précis, c'est celui qu'on avait travaillé au CAUE, sur l'ouragan Irma à Saint-Martin. Il faut juste prendre en compte le fait que on a des événements qui sont de plus en plus violents. On a une culture du risque qui tend à s'amenuiser, c'est-à-dire qu'avant, on savait exactement, bon, c'est telle période, c'est des cyclones, il y a telle période, des inondations, je me prémunis. On parlait récemment de quelqu'un qui nous disait qu'il y a une période où les gens achetaient des bottes en Guadeloupe parce qu'ils savaient que les enfants, à tel moment, à tel endroit, ils ont les pieds dans l'eau. Et c'est des choses qu'on perd en termes de culture. Donc la culture du risque est importante. Il y a aussi la question de la conception du bâti, qui est fondamentale. Donc, quand on a des événements plus violents, il faut réfléchir non seulement à la solidité du bâti, mais même à son orientation ou à juste l'opportunité de mettre ce bâtiment-là, à cet endroit-là. Et puis, effectivement, tout ce qui est la relation à notre littoral, comment on utilise le littoral, est-ce que c'est pour vivre, est-ce que c'est pour des faits commerciaux? Ce sont des discussions pas forcément évidentes, puisque on n'est que sur un territoire de 1628 km². Donc, il faut pouvoir que chacun puisse y trouver son compte pour se loger, pour s'amuser, pour vivre, pour avoir une activité commerciale. Donc, ce n'est pas forcément évident ces arbitrages qu'on doit faire en termes d'urbanisme. Donc, pour continuer. Oui, Axel. Je crois qu'après, on a un petit quiz. Je n'en suis pas sûre à 100%, mais il me semble. D'accord. Donc, pour éviter qu'on pénalise, je te propose, si jamais il y a des questions des participants, de les prendre maintenant. OK. Eh ben, du coup, effectivement, donc, je vous ai présenté un petit peu qu'est-ce que l'urbanisme durable, qu'est-ce que l'approche urbaine durable, qui est un outil de cet urbanisme durable. La Smart City, ce que c'est en matière de concept international, mais la réalité en Guadeloupe, qu'est-ce que c'est? Et effectivement, par rapport au changement climatique, quelles solutions qu'on peut apporter dans le cadre du réseau d'urbanisme durable. Donc, je suis à votre disposition pour pouvoir répondre aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et après, si vous n'avez pas de questions,
On va faire un mini quiz comme la dernière fois pour rythmer un peu la... merci. Madame Joshua te dit merci et elle n'a pas de questions. Voilà. Du coup, je vous propose de faire le mini quiz. J'espère que tout le monde est connecté à Kahoot. Merci Axel pour ta présentation. Et Merci à vous. on continue du coup. Alors, donc, avec une première question, donc, quel flux est-il possible de mutualiser à l'échelle du quartier? Donc, l'énergie, la biodiversité, les personnes ou encore les déchets. Donc, c'est une question à choix multiple. Alors, il faut rester une dizaine de secondes. Il faut être rapide. Alors, donc, effectivement, l'énergie, la biodiversité, les personnes aussi, dans le sens transport, équipement et les déchets, sont des flux qu'on peut mutualiser à l'échelle d'un quartier. Ok, c'est vrai que c'est assez... C'est comme la dernière fois. Là, j'ai les écritures au niveau des choix qui n'apparaissent pas. Ah mince! Ben, Ok. regarde sur l'écran et coche les carrés en fonction de ce qui est écrit. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Et la dernière fois, je me souviens que ça ne prenait pas aussi certaines réponses sur lesquelles je cliquais. D'accord. Bon, ben, on verra au niveau de Pareil, Kahoot. pareil pour moi, le temps C'est vrai? de... Ouais, du coup, je me suis rappelé qu'il y avait énergie le premier et après, j'ai pas... Ouais. Je ne sais pas pourquoi Kahoot fait ça, parce qu'au début, ça ne faisait pas ça. Mais on regardera. Alors, là, tout de suite, je pense que ça va être compliqué, parce qu'il faudrait quitter la présentation et la réouvrir. Voilà. Désolée, Steve. Et tout le monde, du coup. Alors, question suivante. Donc, il y a aussi un choix multiple. Alors, par quoi ne passe pas la création de la ville durable? Donc, je mettais comme ça, vous lisez directement et ça vous évite d'être déconcentré. Ce sera plus simple, je pense. Oui, mais moi je vois pas les. Je vois un carré rouge, un carré bleu, un carré orange et un carré vert. Mais ça apparaît à l'écran, en fait, Christelle. Ah, sur quel écran, non? L'écran Ah, sur oui, lequel tu regardes la présentation. oh, Oui, il faut une gymnastique visuelle. Je ne sais pas pourquoi Kahoot fait oui. ça. Je ne sais pas pourquoi Kahoot fait ça. Je pensais que ce problème était réglé, mais non. Ok, ben, je sors du podium alors. Oui. Sinon, on peut regarder rapidement, essayer de résoudre le problème, mais je ne sais pas. Non, c'est bon, je vais faire ma gymnastique. Hein. Ça me fera que du bien d'ailleurs. Ok, allez. C'est bon. Ok. Donc, effectivement, pour cette question, donc, la création de la ville durable ne passe pas par, c'est assez logique, l'utilisation de plus en plus de pétrole. Donc, effectivement. Ah, j'étais en haut et tout. Je suis toujours en haut, Christelle. C'est une correction. Qu'appelle-t-on un ICU? Donc, est-ce que c'est un... Bon, je mets là aussi, pardon. Je sais pas quoi je parle. Et du coup, c'est une bonne réponse pour tout le monde. Effectivement, c'est un îlot de chaleur urbain. Tout à fait. Donc, on va voir l'état du podium. Et bien, Christelle, tu restes quand même en haut du podium. D'accord. Voilà. Et du coup, donc, je vous propose de passer à la présentation de Céline Barnier, donc de Green Affair, qui illustrera ce que M. Grave nous a présenté avec l'exemple de deux écoquartiers, donc Grand-Bay et Cœur de Grippo. Donc, Céline, je te laisse la main. Merci beaucoup. Merci, bonjour à tous. Merci à Synergile pour cette invitation.
Donc, je m'appelle Céline Barnier, je suis la directrice de l'agence Anti-Guyane du bureau d'études Green Affaires. Green Affaires est un bureau d'études environnement au sens large du terme. Et il est vrai que nous intervenons beaucoup sur des missions relatives à l'aménagement durable et en particulier, comme l'a dit Axel tout à l'heure, comme AMO, c'est-à-dire assistant à maîtrise d'ouvrage, soit encore, on va dire, conseiller du donneur d'ordre et qui, pour les 2 projets dont je vais vous parler, étaient des communes. Pour des raisons de fluidité, eu égard à ma bande passante, je vais arrêter la vidéo pendant mon exposé, mais je la rallumerai à la fin de mon exposé. Je vais donc commencer par vous parler du quartier de Grand-Bay. Grand-Bay est situé sur la commune du Gosier. C'est un quartier assez stratégique, on va dire, c'est la porte d'entrée du Sud Grande-Terre. Il est implanté sur 11 hectares. Donc, 4 hectares appartenaient anciennement aux 50 pas géométriques. Vous vous souvenez, cette bande de littoral, normalement inconstructible. Voilà, donc c'est un quartier de bord de mer. C'est un quartier intéressant et au cours des 20 dernières années, plusieurs projets d'aménagement de ce quartier ont émergé, mais aucun n'a pu aboutir. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de Grand-Bay, vous avez vu passer des RHI, voire même des projets d'implantation d'hôtels ou même de golf. Aucun n'a abouti. Essentiellement freinés par des contraintes techniques, puisque nous sommes en zone vulnérable, j'en reparlerai, mais nous sommes pour une grande partie du quartier en zone rouge du PPRN, et puis aussi pour des raisons sociales, puisque les résidents, les habitants du quartier n'ont pas adhéré au projet d'aménagement qui leur avait été présenté. D'ailleurs, les réactions ont parfois été un petit peu violentes et un petit peu dures. Sans doute vous souvenez-vous de quelques manifestations qui parfois pouvaient se constater sur la route nationale. Afin de pouvoir trouver des solutions à ces très grosses contraintes et à ces freins, la ville du Gosier a eu l'idée de se porter candidate à un appel à projet de l'ADEME et de courir à une nouvelle démarche pour tenter d'aménager ce quartier, une démarche d'urbanisme durable. Prochaine slide, merci. Je reviendrai un petit peu plus tard sur les apports de cette méthodologie sur ce projet, mais d'abord je reviens sur la présentation de ce quartier pour que vous puissiez bien le situer. Donc, lorsque l'on vient de Pointe-à-Pitre et qu'on se dirige vers Sainte-Anne, le quartier se trouve sur notre droite, un petit peu sur le côté de la double voie, de la route nationale, et il va jusqu'à la mer. Il a une situation stratégique d'un point de vue de la géographie. Un autre avantage de ce quartier est qu'il a une population qui souhaite rester dans le quartier et qui est très attachée à son quartier. Et puis aussi, il a une qualité de paysage qu'on ne soupçonne pas si on ne fait que passer par la route nationale. Il a un littoral et une plage en particulier magnifique que l'on peut deviner lorsque l'on monte au fort de Bas du Fort. Et comme je vous l'ai dit, malheureusement, ce quartier a des contraintes fortes. Donc, à la rigueur, dans les atouts, j'ai mis une population attachée au quartier, mais c'est aussi une contrainte, comme je vous l'ai expliqué. C'est un quartier avec de nombreuses habitations très insalubres, avec de l'habitat spontané. Et puis, surtout, c'est un quartier extrêmement vulnérable face aux risques naturels, en particulier les risques de submersion en cas de tsunami. Et la qualité du sol n'est pas non plus favorable en cas de séisme. Donc, c'est un quartier avec beaucoup d'atouts, mais des contraintes très fortes. Afin de pouvoir mettre en valeur tous ces atouts et pouvoir dépasser les freins et les contraintes, comme je vous l'ai dit, la ville du Gosier a eu l'idée de recourir à une nouvelle approche, une AUD, une approche urbaine durable, qui est une méthodologie développée par l'ADEME qui permet déjà, en premier lieu, d'intégrer des considérations environnementales dans le projet d'aménagement et de planification du territoire. C'est une démarche très bien décrite dans les documentations de l'ADEME et je vous parlerai très rapidement un petit peu de l'historique de cette méthodologie lorsque j'aborderai le deuxième quartier dont je vais vous parler tout à l'heure, le quartier Cœur de Griffon de Morne-à-l'Eau, puisque je pourrais vous expliquer que cette approche évolue aussi au cours du temps, ce qui permet de la garder, j'allais dire, dans le coup et dans le vent.
Elle est décomposée en 4 grandes étapes qu'il faut suivre. Et de toute façon, elles sont tout à fait logiques et elles sont tout à fait une aide précieuse à cette approche méthodologique. La première étape est ce qu'on appelle l'étape de la vision. Elle permet globalement de faire un état des lieux du projet. Là, c'était un projet d'aménagement de quartier et d'en déterminer les enjeux. On fait évidemment un diagnostic, un état des lieux assez transversal sur toutes les problématiques environnementales. On s'appuie beaucoup sur les acteurs locaux pour contextualiser au mieux les enjeux, pour qu'ils soient au mieux adaptés au projet. Et puis, enfin, on les définit et on les priorise. Les thématiques de l'AUD, et je ne vous les ai pas encore données, mais les voici celles qu'on utilise habituellement, mais cela peut varier un peu pour contextualiser au mieux le projet si on en a besoin. Mais habituellement, les thématiques que l'on traite sont le bruit et l'environnement sonore, l'environnement climatique et les choix énergétiques, la gestion des déchets, la gestion de l'eau, la gestion des déplacements, les sites pollués, les frises urbaines, et enfin le paysage et la biodiversité. La deuxième étape est-ce que tu peux simplement revenir? Voilà. La deuxième étape est la phase que l'on appelle ambition. C'est à ce moment-là que, sur la base des enjeux qui ont été définis, on fait émerger les objectifs, on rentre un petit peu dans le vif du sujet et dans des considérations un peu plus pragmatiques. Donc, vous verrez quel type de document on peut rédiger à ce moment-là. Et puis, c'est là qu'on formalise la politique environnementale qui va être déployée sur le projet. Dans le cadre du projet de Grand-Bay, ces 2 étapes-là ont déjà été réalisées. Les étapes suivantes sont d'abord la phase de transcription, où là, on rentre encore un petit peu plus. Vous voyez, c'est une méthodologie très progressive qui permet au début de prendre un petit peu de hauteur pour définir les enjeux et puis de les préciser progressivement pour arriver en phase transcription à un cahier des prescriptions environnementales. Donc là, on devient très, très précis sur les thématiques. On n'est pas maître d'œuvre, on n'est pas maître d'œuvre urbain, mais à ce moment-là, on a quand même un cahier des charges assez précis avec les premiers indicateurs et les premiers objectifs clairement spécifiés. C'est justement aussi à ce moment-là, vous voyez que sur la base de ce cahier des prescriptions, on peut venir en appui de la maîtrise d'œuvre urbaine pour l'aider à intégrer tous ces objectifs dans le cadre de son projet. Enfin, on va jusqu'au suivi de cette méthodologie en définissant une méthodologie. Ça prend souvent la forme d'un tableau de suivi des indicateurs pour s'assurer qu'après cette démarche, entre guillemets, il y aura une vie après cette démarche et qu'elle pourra continuer à être déclinée sur le quartier. Et ça, je pourrais l'illustrer, vous verrez tout à l'heure, tout à fait avec ce qui se passe sur le quartier de Cœur de Gripon. Voici les grandes étapes qui ont pu se dérouler sur le projet du quartier de Grand-Bay. Donc, la démarche AUD a été lancée en juillet 2018. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui en 2022. C'est une des caractéristiques de cette méthode, de cette approche, c'est qu'elle prend du temps. Elle prend du temps, ça a des bénéfices évidemment, puisqu'on prend en particulier le temps de la concertation, et ça j'y reviendrai parce que c'est un élément important de cette approche, mais c'est aussi une contrainte, c'est-à-dire qu'on peut avoir une certaine impatience de la part des protagonistes, et puis on est évidemment soumis à des, je ne peux pas dire des aléas, mais en tout cas des événements, en particulier des événements politiques comme des élections, par exemple, qui peuvent interférer, retarder ou remettre en question certains projets. Mais vous le voyez, ce sont toujours des démarches qui prennent un petit peu le temps. Il faut le temps de la réflexion, il faut le temps de la concertation, et afin d'arriver à un projet qui sera vraiment pertinent pour l'ensemble des thématiques environnementales, mais aussi pour la population. C'est la seule façon de s'assurer que le projet ira jusqu'à son terme. Donc, démarrage de la démarche en juillet 2018 et quelques grands éléments de communication et de concertation importants, des conférences de presse ou la réalisation du diagnostic en marchant en octobre 2018. Le diagnostic en marchant est une étape fondamentale et fondatrice de cette démarche. Il
permet à tout un chacun, à tous les protagonistes, à l'AMO, aux personnes habitant le quartier pour le coup, voire aux élus, au personnel technique qui accompagne la démarche, de se retrouver tous ensemble dans le quartier et d'en faire le tour en marchant à pied afin d'initier la concertation, le dialogue, tout en étant illustré par ce qu'on voit au fur et à mesure de la déambulation. C'est vraiment un élément fondamental de cette démarche. Par la suite, j'y reviendrai, on peut mener d'autres réunions publiques, des réunions de travail, des ateliers de travail qui vont permettre de maintenir la concertation vive et active. Et l'élément fondamental est bien le diagnostic en marchant. Dans le cadre de cette opération, la concertation a même été menée sur un thème un petit peu innovant que je n'avais pas forcément eu l'occasion de réaliser sur d'autres AUD dans d'autres quartiers. C'est que nous avons même réalisé une concertation pour le choix de la maîtrise d'œuvre urbaine. Finalement, la maîtrise d'œuvre qui a été choisie est ADOO, dont l'architecte urbaniste principal est Marc Jallet, que vous devez sans doute connaître. Mais le choix de cette maîtrise d'œuvre a été fait au bout d'une concertation, y compris avec les habitants du quartier. Ça, c'est assez innovant sur cette démarche et ça permet que le maître d'œuvre soit complètement accepté, en particulier là, sur la population du quartier qui, vous l'avez compris, est une population pas très simple, un petit peu difficile et vraiment une population à convaincre. Donc, cet aspect-là, je ne l'avais jamais fait sur d'autres quartiers, mais ça nous a paru intéressant. Comme je vous l'ai dit, la démarche, l'approche urbaine durable AUD, même si elle est bien encadrée, reste tout à fait adaptable et il est possible de la contextualiser en fonction vraiment des projets. C'est une grande force de cette approche. Enfin, et là j'en reparlerai aussi pour Cœur de Gripon, nous avons initié dès décembre 2019 une démarche d'inscription à la démarche d'écoquartier pour ce projet. Je reviens donc sur les étapes qui me paraissent fondamentales, les étapes de la concertation. C'est vraiment un élément indispensable quand on parle d'approche urbaine durable. On pense tout de suite au développement durable, on pense à l'environnement au sens un peu grand public du terme, mais ayez bien en tête que la concertation est vraiment un élément phare de cette méthodologie. Donc, comme je vous l'ai déjà un petit peu expliqué sur la diapositive d'avant, elle a été vraiment très largement déployée sur ce projet du quartier de Grand-Bay au travers de réunions de travail, de copies, de visites de sites, de réunions publiques de restitution, d'ateliers thématiques. Toute cette concertation doit quand même déboucher sur une concrétisation et j'allais dire la rédaction de pièces écrites afin de bien formaliser l'approche et la méthodologie. Dans le cadre de notre opération sur Grand-Bay, nous avons rédigé un système de management environnemental qui permet justement de bien recadrer la méthodologie dès le début du projet. Nous avons réalisé une analyse environnementale du territoire dans laquelle, en particulier, nous avons pu décrire les enjeux et j'y reviendrai juste après. Et enfin, nous avons abouti à une charte d'objectifs qui nous a permis de formaliser la politique environnementale retenue sur le quartier. L'étape finale sera bien sûr la rédaction du cahier des prescriptions environnementales. Je reviens très rapidement sur les enjeux. Je ne vais peut-être pas tous vous les lister, mais j'ai quand même voulu les indiquer sur ces diapos-là. Voici les enjeux qui ont été déterminés sur la base de nos constatations, nous, AMO, de nos recherches bibliographiques, de nos concertations éventuellement avec les institutionnels, comme la DEAL, comme la commune, évidemment, mais aussi de notre concertation, comme je vous l'ai expliqué, avec la population. Par exemple, sur la problématique de l'eau, nous avions listé comme enjeu du projet de limiter les rejets d'eau pluviale et d'équilibrer la perméabilisation et la circulation des eaux de ruissellement dans le cadre d'aménagement du quartier. Vous verrez par la suite quelques photos qui illustrent parfaitement que cette thématique de l'eau est vraiment une des thématiques principales dans les enjeux d'aménagement de ce quartier. Pour la thématique biodiversité et paysage, la protection et la réhabilitation de la mangrove a été citée comme l'enjeu prioritaire sur cette thématique. La thématique déplacement a évidemment été listée dans les enjeux et il a été souligné par la population la nécessité de leur offrir des axes de circulation routiers de qualité, des axes de circulation fonctionnels.
Et on verra que ce n'est pas toujours évident. Et surtout, pour illustrer cet enjeu-là, je voudrais justement insister sur le fait qu'il est difficile de traiter un enjeu sans en traiter un autre. Sachez par exemple que la commune du Gosier a souhaité refaire les voiries de ce quartier-là afin d'offrir plus de services et plus de confort aux habitants. Pour des raisons techniques, de calendrier, etc., les voiries ont été revues avant que l'enjeu sur l'eau ne soit géré. Et il s'est avéré que, à cause justement de grosses fuites sur les réseaux et d'assainissement et d'AEP, vous connaissez tous les problématiques liées au SIAG et au nouveau syndicat mixte, vous connaissez tous l'état de notre réseau d'eau, eh bien, l'enjeu de l'eau n'ayant pas été traité avant, toutes les voiries qui ont été refaites ont été très largement dégradées par les fuites multiples qui ont lieu sur ce quartier. Donc, tout le travail aujourd'hui est à refaire puisqu'il y a à nouveau des énormes trous dans les voiries qui ont été refaites il y a moins de 3 ans, je crois. Donc, au travers de ce petit exemple-là, je voulais aussi insister sur le fait qu'il faut toujours prendre un petit peu de hauteur et ne pas mettre la charrue avant les bœufs ou ne pas penser que l'AUD n'aboutit qu'à des choses qu'on pourrait faire de façon un petit peu déconnectée ou décorrélée. Il est bon de temps en temps de reprendre un peu de hauteur pour se rendre compte que tout est lié. Slide suivante. Voici donc les derniers enjeux, enfin les 4 dernières thématiques. Donc sur la thématique climat et énergie, il avait évidemment souligné qu'il était important d'améliorer énergétiquement tous les habitats. Et comme je vous l'ai dit, c'était beaucoup d'habitats informels, donc beaucoup de travail sur ce côté-là. Sur les sites pollués, les friches urbaines, sont revenus beaucoup de thématiques sur la gestion de l'eau, évidemment, qui se recoupent avec la première thématique, mais aussi sur la lutte contre les déchets abandonnés sur le quartier. Concernant le bruit et l'environnement sonore, la qualité acoustique actuelle du quartier n'est pas si mauvaise. On a l'impression qu'elle peut être très mauvaise parce que la nationale est derrière. Mais en fait, côté mer, c'est plutôt un quartier très agréable, plutôt assez isolé. Et donc, cette qualité acoustique doit impérativement être conservée. Et enfin, sur les déchets, évidemment, les moyens adéquats d'une collecte de déchets correcte, y compris qui prend en compte le tri, doit être mis en place sur ce quartier. Quelques photos, comme je vous l'avais dit, qui illustrent en particulier la thématique importante de la gestion de l'eau sur ce quartier. Ce sont des photos qui ont été prises dans le quartier de Grand-Bay. Enfin, je terminerai par quelques éléments sur le projet d'aménagement. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est ADO, Marc Jallet, qui a été retenu. Et nous avons la chance sur cette opération d'avoir un maître d'œuvre urbain qui a vraiment compris l'approche qui avait été mise en place sur ce projet. Il est très à l'écoute de cette méthodologie step by step, j'allais dire. Et de son côté, il a imaginé aussi une approche assez innovante, particulier par calque. Donc là, c'est vraiment sorti, j'allais dire, du cabinet ADO. Ils ont compris qu'il fallait superposer un cadre d'expérimentation, un cadre foncier. Il y a énormément de problèmes de foncier. Je ne suis pas revenue dessus parce que ça ne concerne pas tout à fait notre démarche, mais sachez qu'il y a des problèmes fonciers vraiment administratifs, financiers ou juridiques sur ce quartier-là. Il faut évidemment le prendre en compte. Il y a tout un calque sur les contraintes physiques, sur l'ingénierie sociale et culturelle, et évidemment sur l'urgence à aménager rapidement ce quartier. Le jour où un tsunami surgira, ce sera évidemment trop tard. Donc voilà, nous avons un maître d'ouvrage qui a bien compris la méthodologie et qui essaye de prendre en compte l'environnement, mais aussi tous ces autres calques, toutes ces autres couches qui sont des contraintes. Mais en jouant comme ça avec cet effet de calque, il arrive à transformer tout ça plutôt en des opportunités, voire en des guides pour aménager le quartier. Slide suivante, quelques illustrations qui ont déjà été imaginées. Donc, on en est au tout début de la définition du projet d'aménagement. Je voulais simplement revenir, par exemple, sur ce que vous voyez sur la gauche de cette petite illustration, avec une histoire de passerelle et de plateforme refuge. La problématique de la mise en sécurité de la population, lors en particulier d'un tsunami ou d'une submersion marine, qui peut arriver aussi lors d'un cyclone, est une des problématiques vraiment à prendre en compte dans l'aménagement de ce quartier.
Et vous verrez sur la dernière diapo que Marc Jallet s'inspire, par exemple, d'un écoquartier à La Réunion, avec éventuellement des réflexions sur de l'habitat sur pilotis, qui pourraient résoudre certains problèmes en cas de submersion. Et comme vous le savez, nous sommes en zone sismique, le terrain de Grand-Baie n'est pas facile, donc le pilotis, vigilance, vigilance, attention. Donc vous voyez, toutes ces thématiques sont liées, les solutions ne sont pas uniques. Il faut beaucoup phosphorer, imaginer des choses un peu innovantes et ne pas hésiter à se lancer dans un peu d'expérimentation, et c'est sans doute ce qui aura lieu sur ce quartier. Voilà pour notre expérience. J'étais un petit peu longue sur Grand-Baie, mais c'est un projet difficile mais passionnant. Et je vais maintenant vous parler du quartier Cœur de Grippon. Merci Céline. Alors, je crois qu'on a juste un petit quiz entre les deux parce que j'essayais justement de mettre des petits moments de quiz entre chaque présentation pour que ce soit un peu moins long. Alors, du coup, je te propose peut-être, si on prend les questions maintenant sur Grand-Baie, on fait le quiz et après on fait Cœur de Grippon, si ça te va. Très bien, à votre écoute. Si jamais vous avez des questions sur Grand-Baie, n'hésitez pas. Mais comme vous êtes tous les deux très clairs, Axel et toi, je crois qu'on n'en a pas. Alors, en avant pour le quiz. C'est ça. Alors, du coup, même chose, je vous invite à faire cette petite gymnastique visuelle, hein, parce qu'on n'a pas pu gérer ça entre-temps. Donc, première question. Quel projet de ville de demain n'existe pas encore? Donc, vous avez plusieurs exemples de villes de demain. Alors oui, effectivement, c'était bien la ville sans électricité qui n'existe pas encore. Donc, les autres projets sont déjà des projets existants. Bon, typiquement, écoquartier. Bon, on a pris écoquartier à Stockholm, mais comme vous avez pu le voir, il y a des écoquartiers un peu partout maintenant. L'agriculture urbaine, effectivement, c'est quelque chose qui se développe aussi. Mais bon, ce sont des exemples de villes, de villes et de pays. OK, donc Axel, tu es sorti du podium. Question suivante. Donc, c'est à choix multiple. Comment les écoquartiers contribuent-ils, entre autres, au vivre ensemble? Alors oui, effectivement, c'était les deux réponses à la fois, en proposant des espaces publics de qualité avec de la mixité entre générations. Donc, on a bien dit entre autres, mais comme Céline a pu vous l'expliquer, il y a plusieurs autres modalités des écoquartiers qui permettent d'améliorer tout ce qui est qualité de vie, vivre ensemble, etc. Et ensuite, dernière question de ce quiz. Donc, dernière des questions de ce quiz, donc c'est le dernier moment pour remonter sur le podium. Alors, mon petit classement. Donc, Joël, je vois que ça te fait un combo de 3 bonnes réponses. Et du coup, dernière question. Donc, qu'est-ce qu'un écoquartier? Donc, c'est peut-être la plus simple. Donc, vous avez toutes vos chances. Alors oui, effectivement. Donc, c'est un quartier conçu pour minimiser son impact environnemental. Donc là, ça va se jouer à la rapidité. Et on verra donc les résultats à la fin de la présentation. Donc, Céline, je te repasse la main pour la présentation de Cœur de Grippon. Merci beaucoup Anne-Laure. Je vais détailler un petit peu moins que sur Grand-Baie parce que l'heure de fin approche.
Simplement je suis contente que Synergie ait retenu cet exemple-là, puisque vous allez voir en fait qu'il y a une vie après l'AUD. Donc le contexte déjà, il s'agit du centre-bourg de la ville de Morne-à-l'Eau. Il s'agit que la ville de Morne-à-l'Eau a un engagement environnemental fort depuis assez longtemps. Ils ont démarré avec un agenda 21, puis une démarche AEU2 appliquée au projet de rénovation urbaine du centre-bourg. Donc, à l'époque, on ne parlait pas d'AUD, à l'époque, on parlait donc d'AEU, approche environnementale de l'urbanisme. C'est toujours une méthodologie, c'était déjà à l'époque une méthodologie d'une approche développée par l'ADEME, mais c'est vrai que moi, j'apprécie que l'on soit passé de AEU à AUD, puisqu'au travers du mot durable, je trouve qu'on indique bien qu'on va traiter plus de thèmes et pas simplement l'environnement, qu'on va traiter aussi le social, la gouvernance. Il me semble que même si sur le fond, la démarche n'a pas extrêmement évolué, dans le titre, je trouve que c'est plus incluant et je suis contente qu'il soit passé de AEU à AUD. Ceci étant dit, donc comment faire une fois qu'on a fait une méthodologie comme ça pour s'assurer qu'il y aura une vie après l'AUD et que vraiment le quartier va se développer de façon vertueuse. Slide suivante, merci. Donc voilà, donc vous voyez sur cette vue du ciel à peu près le quartier qui est concerné, donc quand même 54 hectares, donc un peu plus important que Grand-Bay. En gros, ça va du secteur de Diado, en passant par le centre-bourg, la place Jartier-Archimède, jusqu'au cimetière et jusqu'au canal des Retours. Comme je vous l'ai dit, la ville de Morne-à-l'Eau est impliquée depuis longtemps dans des démarches environnementales. Elle a d'abord démarré avec un agenda 21 en 2015, puis a conçu son schéma directeur, donc sur la base d'une démarche AEU2. Donc Axel en parlait tout à l'heure, hein, ces approches-là sont valables sur des projets d'aménagement, mais aussi voilà, sur l'élaboration de schémas directeurs ou encore de PLU. Et la démarche est ambitieuse et elle vise à offrir aux usagers un quartier connecté à la nature, mixte et résilient. Les thématiques privilégiées sont la mobilité douce, l'optimisation des consommations d'énergie et la biodiversité. L'ensemble de l'écoquartier comprend des programmes de logement, des activités économiques, des équipements publics, des espaces liés à la mobilité, bien sûr, et des espaces de biodiversité type espace vert. Et l'enjeu pour la collectivité était de pouvoir transcrire son schéma directeur de manière vraiment opérationnelle et c'est la mission qu'ils ont confiée à Green à faire. Comme je l'ai déjà évoqué dans le cadre du quartier de Grand-Bay, la concertation a été largement privilégiée dès le début, dès l'agenda 21. Une concertation citoyenne évidemment, mais de nombreux partenaires institutionnels ont été sollicités lors des différentes démarches et vous verrez que ça continue encore aujourd'hui. Slide suivante, voilà, très bien. Donc, sur la base de tout ce qui avait été fait durant la démarche AEU2, nous avons traduit en fait tous ces engagements dans des pièces, dans des documents écrits en particulier, très fonctionnels. En particulier, nous avons établi un cahier des charges environnementales pour être sûr que toutes les thématiques seraient traitées. Et nous nous sommes basés en les adaptant, en les contextualisant évidemment, sur les normes HQE en neuf, sur les normes HQE en rénovation, sur le label Biodiversity, qui permet de prendre en compte la biodiversité, et aussi sur le label HS2, qui est un label qui s'adapte tout à fait pour prendre en compte la viabilité en fait, d'un quartier pour la population senior, on va dire ça comme ça. Donc, nous nous sommes inspirés de toutes ces démarches pour établir un cahier des charges environnementales qui s'applique à tous les projets qui voient le jour sur l'écoquartier, que ce soit du neuf, de la rénovation, que ce soit des promoteurs ou même des particuliers. Aujourd'hui, ce cahier des charges, il est prêt, il est disponible et il est diffusé à chaque fois que quelqu'un démarre un projet. Donc tout ça, nous l'avons réalisé dans le cadre d'une mission qui nous a été passée par la commune de Morne-à-l'Eau, une mission d'AIMO. Mais la commune profite de notre mission en fait pour nous solliciter et nous permettre d'accompagner tous les nouveaux projets qui se réalisent sur l'écoquartier. Ça permet aux porteurs de projets de bénéficier vraiment d'un accompagnement. Cet accompagnement avait été prévu pour une durée de 4 ans, au moins pour accompagner les tout premiers projets, pour que les choses rentrent bien dans les mœurs et dans les habitudes. Donc en particulier, chaque opération, elle est suivie par nous.
Et à chaque étape du projet, nous faisons une analyse, nous faisons des préconisations pour éventuellement pour signaler les écarts qu'il pourrait y avoir par rapport au cahier des charges initial et pour leur proposer des solutions qui leur permettraient de se rapprocher des objectifs du cahier des charges et d'augmenter la qualité environnementale de l'opération. Et puis, sur certains projets, ça c'est à chaque fois à la demande de la commune si nécessaire, on peut réaliser des études très techniques, vraiment faire bénéficier au porteur de projet d'appui très technique. L'exemple que vous avez là, c'est que nous avons réalisé des simulations thermiques dynamiques ainsi que des études de façade pour une opération portée par un bailleur social, la SICOA. Généralement, sur ce type d'opération, ce sont des opérations à coût très, très contraints et rarement les maîtrises d'ouvrage peuvent réaliser ce genre d'études qui quand même sont onéreuses, réalisées par des bureaux d'études spécialisés. Et là, la commune de Morne-à-Long, en fait, l'a pris à sa charge et nous a permis en fait de donner des résultats techniques et très pertinents à la maîtrise d'œuvre qui a pu les prendre en compte et améliorer ainsi son projet. Nous assistons aussi la commune de Morne-à-Long autant que besoin mais pour des opérations de concertation. Là, toujours dans le cadre de la petite opération de logement social de la SICOA, nous avons assisté la commune pour mettre en place une concertation avec un panel d'habitants. Ça a été très enrichissant. Aujourd'hui, en plus, nous bénéficions au niveau de la commune d'un animateur dédié à l'écoquartier. Il était déjà présent alors. Nous l'avons aidé à mettre en place les premières concertations qui aujourd'hui sont quasiment réalisées en autonomie par l'animateur. Et enfin, pour bien valoriser toutes les démarches environnementales qui ont été mises en œuvre sur le réaménagement de ce quartier, nous avons assisté la collectivité pour se lancer donc dans l'obtention d'un label d'écoquartier. Aujourd'hui, le label est en étape 2, c'est-à-dire écoquartier en chantier. C'est le premier écoquartier à cette étape en Guadeloupe. Ça a presque été entre guillemets facile vu toutes les démarches qui avaient été initiées, mais ça nous permettra, je l'espère, de bien mettre en valeur au niveau de ce label toutes les démarches qui ont été initiées. Donc, j'en ai terminé pour ce quartier-là, simplement donc pour vous dire qu'il y a une vie après la conception, après les belles choses qui ont été imaginées. Voilà, Morne-à-Long en est l'exemple même. On va jusqu'à des réalisations vraiment très, très concrètes pour arriver à ce que les enjeux et les objectifs qui ont été définis très en amont puissent voir le jour de façon très opérationnelle et très concrète. Merci pour cette présentation. Merci Axel également. C'est vrai que c'est une présentation qui était du coup très riche et très intéressante. De votre côté, donc pour les participants qui sont là, j'espère que ça a pu vous apporter des compléments d'information. Est-ce que vous avez des questions sur ces différentes présentations? Merci Christelle. Christelle vous dit super présentation, donc Axel et Céline. Et du coup, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer rapidement sur l'aspect organisation, de prochaines échéances, organisation du grand jury, sachant que, comme je disais en début de présentation, on refera un point par mail pour les participants qui ne sont pas là, ou peut-être un webinaire, on verra. Mais on vous donne déjà les informations, comme ça vous les avez en avant-première pour ceux qui sont là. Voilà. Et je laisse la main du coup à ma collègue Anaria Noël pour ces présentations. Désolée. Sur le rappel des dernières échéances, du coup, concernant la restitution écrite, la date est fixée au 12 avril, entre 8h et 13h, sur un support USB ou par WeTransfer. Notamment pour ceux qui sont loin, ce sera peut-être plus simple. Donc, vous nous enverrez ensuite un mail avec le lien. Donc, pour rappel, si c'est physiquement, c'est dans nos locaux à l'immeuble France Antilles et par WeTransfer, vous enverrez à Madame Freinet-Amelin. Je complète. Donc, vous m'enverrez à moi, mais vous enverrez également à l'adresse secrétariat de Synergile. Donc, on vous renverra. De toute façon, on doit vous envoyer une note d'information
qui reprend tout ça avec bien les liens, les trucs, etc., pour que tout le monde soit au clair. Donc, il y a un petit rappel de ce qui est attendu le 12 avril en fonction des catégories. Donc, pour le collège, une vidéo de présentation du projet. On recommande une vidéo d'environ 1 minute. L'idée, c'est que le format soit plus facile à mettre en ligne et à visionner sur les réseaux sociaux, puisque c'est là qu'il y aura une comptabilisation des votes. Les autorisations de droit à l'image pour tout le monde, pensez bien à nous les transmettre. Sinon, on ne pourra pas mettre vos vidéos sur les réseaux sociaux. Pour le collège, donc il va y avoir aussi le poster de présentation qui sera à nous envoyer sur le formalisme qui vous a été transmis. Et le rapport d'activité, pensez bien à mettre les factures afin qu'on fasse les remboursements si nécessaire. Concernant les catégories lycée et étudiants, en plus de ce que j'ai déjà précisé, il y aura aussi le dossier de synthèse de 10 pages maximum qui sera à transmettre, soit par WeTransfer, soit sur clé USB, comme précisé pour les autres. Je reviens rapidement sur le poster de présentation. Effectivement, donc dans le mail de la semaine dernière, je crois, on vous avait du coup retransmis une image en PNG que vous pouvez du coup, parce que l'idée c'est qu'on puisse mettre les logos des partenaires et de l'académie et de Synergie en haut. Donc, pour que vous sachiez précisément l'espace qui vous est alloué pour le poster, vous pouvez tout simplement mettre le PNG sur, on vous a conseillé d'utiliser Publisher en format A1. Donc, vous pouvez mettre le PNG, faire votre poster, okay, comme vous l'entendez. Ensuite, vous enlevez cette image en PNG parce que du coup, c'est notre infographiste qui va mettre la bonne bande partenaire à jour et vous l'imprimez en PDF. Et dès qu'on l'a comme ça, nous, on va faire juste l'ajout du bandeau partenaire à jour et les marges pour pouvoir l'imprimer au format A1. Le poster sera, du coup, nous, on le reçoit le 12, on l'imprime entre le 12 et le grand jury. Et comme ça, le jour du grand jury, vous l'aurez tout simplement sur votre stand pour pouvoir, on l'affichera, enfin, vous l'aurez affiché. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de respecter bien ce format-là, parce que c'est nous qui allons l'imprimer justement pour vous éviter de prendre cette charge de votre côté, vu que c'est un coût supplémentaire. Et les autorisations de droit à l'image, normalement, on vous les a aussi transmis la semaine dernière, mais on les renverra avec la note d'information pour que tout le monde l'ait à jour, et sûrement avec, du coup, les convocations. Donc, on verra, soit ce sera 2 mails séparés, soit ce sera le même mail. Enfin bref, voilà, je te repasse la main, Anaria. Pour la restitution orale, pour le grand jury. Alors, juste sur la date, avant qu'Anaria reparle du grand jury, il est vrai, le grand jury dans le règlement, si tout le monde s'en rappelle, était prévu le 30 avril. On a, après échange du coup avec l'Académie de Guadeloupe, il a été choisi de décaler de 5 jours en fait et de faire ce grand jury le jeudi 5 mai. Et on verra tout à l'heure la cérémonie de récompense le vendredi 6 mai. Donc, on reviendra sur les organisations, mais c'était juste pour vous dire qu'effectivement, de base, c'était le 30, mais on l'a décalé en accord et à la demande, entre guillemets, de l'Académie. Voilà. Alors, je te repasse la main. Donc, la manifestation aura lieu sur 2 jours avec le 5 mai, le grand jury qui aura lieu en visioconférence. Chaque groupe va se connecter. On vous fournira un peu plus tard les horaires de connexion. Avec donc, pour la catégorie collège, la maquette de la maison qui sera présentée, ainsi qu'une présentation libre de 10 minutes, suivie de 5 minutes de questions-réponses, ça par groupe. Pour la catégorie lycée et étudiants, ce sera la démonstration de l'application qui sera présentée avec les 10 minutes de présentation et toujours 5 minutes de questions-réponses. Lors de ce grand jury, donc, le jury statuera en fonction d'une grille de notation.
pour attribuer des notes à chaque groupe. À noter que si vous avez besoin d'un accompagnement d'ici la date de remise des livrables, donc pour rappel fixé au 12 avril, ou d'ici le grand jury, vous pouvez solliciter vos accompagnants ou vos référents au sein de Synergile pour fixer un rendez-vous ou vous apporter des précisions si besoin. Oui. Juste pour, du coup, effectivement, c'est vrai que la majorité des groupes, je crois qu'il en reste 2 ou 3, ont déjà fini leurs 2 groupes de travail qui étaient prévus dans le cadre du concours, enfin, prévu au règlement. Et du coup, c'est vrai que si c'est plus un accompagnement supplémentaire, si jamais vous voulez revenir sur certains points, si vous voulez qu'on vous aiguille sur certains points, etc. Donc là, c'est des mini-sessions, donc pas aussi longues, pas les 2 minutes qu'on prévoit, enfin les 2 heures, pardon, qu'on prévoyait dans le cadre du concours. Là, ce sera plutôt quelque chose de 30 minutes, 1 heure grand maximum, pour vraiment revenir sur des questions ciblées. Par exemple, on a eu des questions sur les posters par mail. Si vous voulez revenir sur le contenu du poster, etc., de façon ciblée, n'hésitez pas à nous le faire savoir, soit à nous, soit à vos tuteurs entreprises. Je pense à Joël, qui est effectivement tuteur, ou à Madame Diocho. Si jamais vous avez des questions, alors peut-être eux, ce ne sera pas des grosses sessions comme nous, mais si vous avez des questions d'ici, n'hésitez pas à nous poser, à revenir vers nous. Voilà. Donc, on a parlé tout à l'heure des vidéos qui seront donc postées sur les réseaux sociaux du concours et qui seront soumises au vote du 16 avril au 29 avril midi. À midi, on va arrêter les votes pour relever le nombre de voix pour chacun. Donc, n'hésitez pas à transmettre les liens de nos réseaux sociaux, à demander à vos proches, à votre famille, à vos amis de voter, et aussi de partager les pages du concours, afin que ce soit quelque chose qui intéresse tout le monde, et puis même aussi pour la manifestation de la remise des prix, comme ça les gens pourront venir, et puis vous aurez plus de chances de gagner comme ça. Tout à fait. Ah oui, je reviens. Oui, Madame Francis. Pardon. Oui, bonjour à tous. Alors, j'ai une petite question par rapport à la dernière présentation qui a été faite en relation avec les modalités du concours. Je n'ai pas très bien compris entre le poster qui sera imprimé sur le stand et la visio. Alors, je n'ai pas très bien compris. La présentation se fait par visioconférence. C'est ça. Alors, oui, c'est ça. Donc, en fait, le jeudi 5 mai, donc, il y a les sessions de visio avec l'oral du grand jury, avec du coup le grand jury qui est composé de professionnels, etc., etc. Et pour en fait valoriser et faire la cérémonie de récompense, on a mis cette cérémonie de récompense, présentation des projets, le vendredi 6 mai matin. Donc, on a fait du coup l'oral en visio la veille, pour éviter aussi, parce qu'on a quand même des personnes qui viennent de Baïf ou du Moule, etc. Donc, pour éviter que ces gens l'aient à se déplacer 2 fois. Donc, on l'a mis en visio le jeudi. Et la cérémonie de récompense en physique qui aura lieu du coup le vendredi 6 mai. À cette occasion, les groupes auront des stands sur lesquels les posters seront présentés, ainsi que les maquettes pour ceux qui ont des maquettes. Les participants seront présents pour présenter leurs projets aux visiteurs qui seront là, aux partenaires. C'est ça. En fait, le 6 mai, c'est ce qu'on avait prévu pour le 30 avril, sans la partie orale, qui est, elle, du coup, la veille, le jeudi 5. Parfait, merci pour la précision. Merci pas beaucoup. De souci, pas de souci. Et je compléterai en disant que la grille de notation vous sera également transmise avec la note d'information. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de l'envoyer début de semaine prochaine, grand maximum. Donc, pour que vous ayez aussi On en avait mis une dans le règlement, enfin, elle est dans le règlement, mais on la détaillera pour que vous ayez vraiment le barème précis par item. Voilà. Du coup, on poursuit sur l'organisation du grand jury, très précisément. Donc, l'organisation du grand jury, comme on l'a dit tout à l'heure, qui se fera en visioconférence, donc avec une présentation orale de 10 minutes et une session de questions-réponses de 5 minutes à l'issue.
À noter, pour ne pas que certains groupes soient pénalisés, qu'un point sera fait par vos référents pour vérifier la qualité de les connexions et aussi, si besoin, adapter les horaires de passage. Si une salle informatique est disponible, admettons, à 11 heures, essayez de vous faire passer à 11 heures et pas à 9 heures pour que vous ayez la meilleure connexion possible. Aussi, une petite précision sur les horaires de passage des groupes. Il va y avoir un tirage au sort pour déterminer l'ordre de passage, mais on va quand même répartir. Donc, les groupes collèges vont passer entre 9h et 10h35, les groupes lycées entre 10h40 et 11h55, et les groupes étudiants entre 13h et 14h35. Donc, ce seront les créneaux sur lesquels vous serez convoqués pour passer devant le grand jury. Voilà. Donc, effectivement, ça, c'est les créneaux définis. Et après, on fera un tirage au sort dans chaque catégorie pour déterminer précisément qui passe à 9h, qui passe à 10h, etc., etc. Mais il faut savoir que selon votre catégorie, vous serez sur ce créneau horaire précisément. Pour les étudiants, on a tenu compte du fait que vous avez effectivement, enfin, que certains étudiants ont des examens le jeudi matin. Et c'est pour ça que du coup, en accord avec l'université, vous passez l'après-midi après la pause déjeuner. Voilà. Et donc, pour revenir à la manifestation du 6 mai, qui sera donc la remise des prix, avec la présentation sur des stands des projets développés par les jeunes, présentation qui se fera à des visiteurs, donc vous pouvez inviter vos familles, mais aussi auprès de nos partenaires et sponsors. Donc, le détail de cette journée sera de 8h30 à 9h, la mise en place des stands avec l'installation des maquettes, des supports de présentation, des posters notamment. Entre 9h et 10h45, il va y avoir la découverte des stands, la présentation des maquettes, des démonstrations des applications. Et entre 11h et 12h30, il va y avoir la remise des prix suite aux délibérations du jury de la veille et en tenant compte aussi des votes des réseaux sociaux. Voilà. À noter que un petit goûter, c'est la petite anecdote, un petit goûter vous sera également, sera également donné aux participants à 10h30, 10h45, un peu avant la cérémonie de remise des récompenses. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Les tuteurs sont bien évidemment grandement invités et recevront leur invitation personnelle. Les intervenants aussi seront invités, donc on vous transmettra pour vous aussi vos invitations. Donc voilà. Je ne sais pas si sur cette organisation du grand jury, cérémonie de récompense, vous avez des questions. C'est bon pour tout le monde. Moi, j'avais une question dans le cas où on a une maquette numérique. Oui. Est-ce qu'on aura un vidéoprojecteur pour pouvoir la projeter sur un écran? Le jour du le 6 mai? Oui, oui. Non, on n'a pas prévu de mettre à disposition un vidéoprojecteur par élève. Ce qu'on pensait, c'était plutôt que vous allez pouvoir avoir vos ordinateurs et que si, par exemple, je ne sais pas, moi, imaginons que je suis un visiteur et que je vous pose des questions, que vous puissiez montrer aux visiteurs au cas par cas. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas prévu de vidéoprojecteur par groupe. D'accord. Et est-ce qu'il y aura Internet dans la salle? Parce que je crois qu'il me faut la Oui, oui, connexion. oui. Oui, effectivement. Alors, je ne sais pas si on l'a dit précisément, mais le grand jury aura lieu, la cérémonie de récompense aura lieu au village Baïséa, au Crédit Agricole, avec la partie stand au village Baïséa, donc il y a un espace de coworking et qui a du coup une très bonne connexion Internet avec un Wi-Fi invité, etc. Et la partie cérémonie de récompense aura lieu à l'amphithéâtre du Crédit Agricole. Donc, sur l'aspect connexion Internet, le 6 mai, il ne devrait pas y avoir de soucis. D'accord. Ok, merci. Et du coup, comme on vous le disait, pour le 5 mai, on reviendra vers vous au cas par cas, vers chacun des groupes pour valider vos connexions Internet
et trouver des solutions de substitution si jamais, je ne sais pas, aller voir avec la mairie, dans des espaces de coworking, ce genre de choses. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là-dessus? Je pense qu'on a fait le tour. Donc, on enverra tout ce qui est note d'information, déroulée, invitation au plus vite, grille de notation. Je pense en premier envoi cette semaine et l'envoi complémentaire avec vos horaires de passage précis la semaine prochaine, si c'est bon pour vous. Et bien sûr, on reste à disposition d'ici le 12 avril pour toute question, pour toute demande d'accompagnement, comme ce qu'on vous disait, ce que vous disiez à Daria. Du coup, est-ce que c'est bon pour vous? Du coup, si c'est bon pour vous, eh bien, je vous remercie pour votre participation. Merci à Céline et à Axel pour cette belle présentation. Et du coup, ben, on attend vos projets pour le 12 avril. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.